qui essaye de nous enfermer et sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Casse-Muraille. Donc Casse-Muraille, c'est une émission de radio contre toutes les prisons. On se retrouve toutes les semaines à 18h le vendredi. Et aujourd'hui, on a invité Yacine et Nordine pour parler de la situation au Maroc. Bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour Nordine. Bonjour, merci. Et dans l'équipe de Casse-Muraille, il y a aussi Tim qui est avec nous sur le plateau. Salut. Et Nasser qui est à la technique. Merci pour cette présentation, Gaël. Alors, Yacine, tu voulais nous raconter, toi, tu as été incarcéré au Maroc. C'était pendant combien de temps ? C'était à peu près 4 ans. J'étais arrêté en septembre 2017 et libéré en 28 avril 2021. D'accord. On est content de te voir dehors. Hein. On préfère toujours que les gens soient dehors plutôt qu'enfermés en prison. Merci beaucoup. Surtout que dehors, on a intérêt à vivre un peu la grande prison. Ouais. Toi, tu disais, du coup, ton expérience là en prison, ça a été particulièrement difficile. Oui. Une expérience en prison, ça n'a jamais été facile et surtout que j'arrive à premier jour, humiliation. Sûr, j'ai un peu sauté toute une période de commissariat et toute l'humiliation, toutes les insultes, toutes les tortures même, et soit dans les cellules souterraines des tribunaux ou celles des commissariats d'Agadir. Le premier jour en prison, c'est quand je dis humiliation, alors il faut se mettre nu, tout nu. Alors, refusons de les ordres, entre parenthèses. Refusons les ordres, ça veut dire que ça m'a fait subir les pires traitements qui pourrait exister. Peut-être je me trouve entouré de 4-5 bourreaux, pour ne pas dire gardiens, parce que je ne sais pas qui garde. Et taper de toutes les manières, tabasser, humilier, insulter. Et je me retrouve dans d'autres en direction qui me disent à chaque fois, envoyez 2 dossiers où il y a votre nom. Alors,
on attendait que vous veniez. Ils étaient heureux de me voir. Ouais. Et vraiment, avant de parler de cette expérience de prison, peut-être parler de pourquoi j'ai été emprisonné. Je suis militant au sein du syndicat des étudiants marocains, l'Union nationale des étudiants du Maroc. C'est un syndicat qui est historique, fondé en 1956, mais il a vu sa ligne politique radicalisée de plus en plus et bien sûr réprimée. En parallèle, il y avait la répression tout au long de cette histoire, et toute voix libre, toute voix aspirant à l'émancipation de ce peuple-là, il a été réprimé et emprisonné. Et en parlant du peuple, du martyr du peuple marocain, de cette période-là, du mouvement marxiste-léniniste marocain, parlant de Abdeltaïf Zerwal, de Jbir Arhal, de Saïd Amin Bey, bien d'autres martyrs. Je faisais partie de ce syndicat qui, avec tout l'honneur vraiment d'adopter cette ligne politique de ces militants-là, adopter cette ligne, ça veut dire marcher sur un chemin épineux. Bien sûr, on ne va pas nous tendre le tapis rouge. Et du coup, c'est ce chemin-là qui a fini par se conduire en prison. Les conditions de détention, t'étais avec d'autres personnes que tu connaissais de ton mouvement qui étaient enfermées en même temps que toi ? Oui, il y avait pas mal. Au même moment, à Agadir, parce que cette organisation dont je faisais partie, dont j'étais membre, à la Voie démocratique basiste, il y avait des militants dans plusieurs sites universitaires. Il y avait Agadir, Marrakech, Meknès et Rachidia. Il y en a d'autres militants du mouvement étudiant, bien sûr. Je parle de la Voie démocratique basiste. Il y avait des camarades d'Agadir, vraiment, qu'on a été dans la même prison. On était 5 à Agadir. Il y avait d'autres camarades dans la même période, en 2016 ou 2017, qui ont été arrêtés aussi à Meknès, et on a d'autres camarades. Vraiment, il y avait pas mal d'autres camarades qu'on s'est retrouvés ensemble, mais à Agadir, il y avait... Dès le début, vraiment, on a eu cette idée-là il faut qu'on soit ensemble, et il faut, pour avoir ce droit-là, il faut militer pour l'avoir. Et c'est pour ça... Vous avez fait des luttes dans la prison pour être regroupés C'est ça. C'est des luttes. On avait fait des grèves de la faim parce que c'était la seule solution qu'on pouvait faire, bien sûr. Je vais essayer de le traduire. On disait c'était la bataille des intestins vides. C'est un peu pas... Mais vraiment, c'est la grève de la faim qui a duré 55 jours. Mais vraiment, oui, que de l'eau et du sucre, c'est sûr. Il y avait des menaces, on nous tabassait aussi, on nous torturait, insultait de toutes les manières, inciter les prisonniers des droits publics contre nous. Ça arrive, ouais. On a subi, on était dans des cellules avec d'autres prisonniers, mais vraiment, ils ont semé la peur dans les cellules afin que personne nous parle, personne nous aide si on a besoin. Surtout avec tout ce qu'on a vécu en grève de la faim, et juste avant que j'avais été touché aux yeux. Et ça commençait à diminuer la vue.
se dégrader. Petit à petit, je devenais dépendant de plus en plus. Alors, surtout que mes camarades n'étaient pas là. Il y avait prisonniers, 3 publics qui m'aidaient, mais vraiment sous la peur. Et ils tremblaient de peur. Est-ce qu'ils risquaient des représailles pour le fait de t'aider, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Vraiment, il y en a pas mal qui ont été tabassés devant moi. Pourquoi? Le fait qu'ils m'ont aidé, ils n'étaient pas permis de le faire. Et du coup, tu dis ta vue a baissé et ça a été jusqu'à perdre la vue complètement? Oui. J'ai perdu la vue aujourd'hui. Je suis non-voyant. C'est dû à toutes ces conditions d'emprisonnement, négligence médicale. La première fois où j'ai vu le médecin, moi entre parenthèses, oui, c'était 2 mois après que je sois, que je suis c'était un traumatisme vraiment oculaire. C'était 2 mois après, quelques petites gouttes, qui ne servaient pas à grand-chose. Et c'était juste parce qu'il y avait la grève de la faim. Ça faisait partie de ce qu'on demandait lors de cette grève de la faim, qu'on ait l'accès aux soins médicaux. Après, il y a pour casser, pour interrompre cette grève de la faim et cette unité entre nous, même si on n'était pas dans le même bâtiment. C'était d'accord, on avait un autre camarade avec qui parce qu'on a pu avoir quand même le minimum, quelques petites minutes par semaine, 2, 3, 4 minutes par semaine de téléphone. On parlait avec un camarade qui passait le message entre nous, et comme ça, on a continué notre grève de la faim. Et à un certain moment, pour casser cette unité, on m'a transféré, on m'a amené à la prison de Marrakech, parce qu'avant, j'étais à Aït-Mloul, à Agadir. Alors que votre mouvement, c'était pour demander à être rapprochés les uns des autres, et du coup, c'était le contraire, vous avez été éloignés? C'est ça, c'est ça. Le maximum de distance entre nous, sachant que dans la période, parce que j'ai passé 1 an à la prison de Marrakech, en me disant que chaque fois, c'est des rendez-vous médicaux. Normalement, c'est ça, mais c'était juste un rendez-vous chaque 3 mois qui servait vraiment à rien. Je retourne après 1 an à la prison où j'étais tout au début, et je trouve que mes autres camarades, ils ont été envoyés dans d'autres prisons, à Ouarzazate, à Rachidia, la prison de Touchka, à Safi, une prison plus loin. C'est vrai que nous, dans les choses qu'on connaît, qu'on raconte en France, c'est aussi des choses très très courantes quand il y a des prisonniers qui essayent de s'organiser, quand il y a des mouvements collectifs. Ça va être des transferts aussi. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on va retrouver vraiment dans toutes les prisons du monde. Et comme les séquelles dont tu parlais, là, c'est vrai que nous, on a pu beaucoup parler aussi dans nos émissions par exemple, Fabrice Boromé, là, qui est un prisonnier en France, qui a perdu l'audition, au moins sur une oreille, et puis beaucoup sur l'autre, parce qu'il y a des matons qui lui ont lancé une grenade assourdissante sous la douche. Et il y a aussi l'histoire de Jean-Christophe Merlet, qui s'est fait taper par des surveillants et qui a perdu l'usage de ses jambes en prison. J'ai l'impression que c'est vraiment aussi lié au pouvoir de l'enfermement, que en fait les surveillants ils ont un peu tout pouvoir, et c'est ce qu'on leur demande en fait, c'est d'exercer des violences sur les prisonniers. Ça m'évoque un peu quelques souvenirs qui sont pas très belles à raconter, mais quand j'étais à la prison de Marrakech, j'étais vraiment dans un pavillon où il y avait que des personnes qui souffrent de maladies. Et ça m'est arrivé de voir des gens qui sont devenus amis avec moi, vraiment des prisonniers de droit public, les voir mourir
de souffrance. Mourir vraiment, quand je dis mourir, ils ont perdu la vie dans la prison. Et ils les ramènent à l'ambulance tout de suite pour dire qu'elle n'a pas perdu la vie dans l'établissement. Ah oui. C'était dans le trajet à l'hôpital. Et que ça... je sais pas, c'est pareil pour nous, mais pour eux, ça minimise la responsabilité du personnel de la prison. Je parle leur langue, mais juste pour un peu transmettre ce qu'ils disent littéralement. Et tout de suite, on peut dire que ce prisonnier, c'est juste un chiffre. Alors, s'il meurt, c'est vraiment un chiffre qu'on supprime et c'est bon. Il y a des dizaines ou des centaines d'autres qui vont venir chaque jour pour avoir d'autres chiffres. Et à chaque fois, on supprime, on rajoute. Vraiment, c'est... dans la prison, j'avais compris vraiment que... je savais, avec le régime politique au Maroc, qui est, comme j'ai dit, structurellement, il est lié au capitalisme, et le capitalisme, c'est bien sûr que le profit qui compte pour lui. Alors, j'ai compris ça, mais dans la prison, vraiment, j'avais compris ça de plus près, parce que vraiment, on n'est pas considéré comme des humains. On n'est pas des humains, c'est vraiment, je sais pas, même des insectes. On les respecte, mais chez nous... déshumanisant complètement, ouais. Oui, à un certain niveau qu'on peut pas l'accepter. Et en refusant à chaque fois, comme être militant, ça fait qu'on refuse ce traitement-là pour les gens, pour l'humain, pour le prisonnier en général et pour le prisonnier politique aussi. Ça fait qu'on est à chaque fois face à la répression, on se fait contrôler nos chambres, nos places. C'est juste pour nuire, pour nous déranger, pour qu'on ne se sente jamais en paix, entre parenthèses, même si on ne peut pas avoir de la paix derrière les barres. C'est sûr. Oui. Avant de continuer l'émission, on va faire une petite pause musicale. Est-ce que vous aviez une musique à nous proposer d'écouter ? Douga Douga, ça fait un peu la réalité de nos peuples au Maghreb. Et on lance la musique tout de suite. Merci. الكلام من راس لراس الام هقرا ولا جزائريه هادي دورة شعبيه جميل فيها طحطا
هكذا ولا جزائرية دوقا بشوية دوقا دوقا ويا دوقا دوقا بشوية دوقا دوقا عيشوا موتوا موتوا طيحوا طيحوا نونو دوقا دوقا ويا دوقا دوقا بشوية دوقا دوقا ضرب هاي دوقا دوقا الشهرية دوقا دوقا الشوماج دوقا دوقا والبراج دوقو دوقو ويا دوقا دوقا بشوية دوقا دوقا ويا دوقا دوقا بشوية دوقا الجيريان قلبوا البلاصة في المظاهرات الرحونة حرشوا حنيشات مرسولة فلاش بول للكاويتش ولاش يا كاين اللي ضايبوا للمولة ومعاكم راي ما تفرش نرمي ونزيد قنبلة نرمي ونزيد قنبلة نرمي ونزيد قنبلة برصاص الموت اللي ما تحبوا فار وما رجع لدارو واللي شاف دموم ولادو حمارة سايلة وداد ما هنا ما تهنا بالو قالوا دوقا دوقا بشوية دوقو دوقو دوقا دوقا بشوية دوقا دوقا عيشوا موتوا موتوا طيحوا طيحوا نونو دوقا 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 بشوية دوقا دوقا ضرب هاي دوقا دوقا الشهرية دوقا دوقا الشوماج دوقا دوقا والبراج دوقا 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 شوية دوقا دوقا ويا دوقا دوقا شوية دوقا دوقا شوية دوقا هذه شوية دوقا دوقا هذا الحمراوي دوقا دوقا شوية دوقا مولاكم هي دوقا دوقا شوية دوقا يردك شوية دوقا دوقا شوية دوقا مولاكم هي دوقا دوقا شوية شوية دوقا دوقا هذه الهدية دوقا دوقا هذه قناوية دوقا دوقا هذا الحمراوي دوقا دوقا وبغات الليلة دوقا دوقا يا زيد شوية يا زيد شوية يردك شوية يردك شوية يا زيد 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 شوية Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Du coup, on vient d'écouter. C'était quoi la musique? Douga Douga, Gnawa Diffusion. Gnawa Diffusion, ok. On est toujours à Prune, à l'écoute de Casse-Muraille. Et du coup, on est toujours avec Yacine et Nordine de l'association Solidarité avec le peuple marocain. Et on a, dans une première partie, là, on a évoqué la détention de Yacine au Maroc. Et maintenant, on avait envie de parler un petit peu plus largement des politiques répressives au Maroc et de comment il y a tout un système autoritaire qui va utiliser la répression pour essayer d'éteindre les luttes. En particulier, il y a eu plusieurs luttes. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ça ? Écoutez, merci à Yacine, merci à vous de nous inviter à Radio Prune et pour cette émission aussi. Je veux juste rappeler que ce qui s'est passé à Yacine et à ses camarades dans les dernières années, c'est systématique pour tous les militants marocains et surtout les militants révolutionnaires depuis, entre guillemets, ce que le Maroc appelle l'indépendance. Ça a été toujours comme ça jusqu'à nos jours. Et il y a un discours qu'on entend toujours sur les médias marocains et sur tous
les propagandistes du Maroc qui parlaient, qui disaient parfois qu'il y avait des années de plomb dans les années 70 et maintenant, avec le nouveau roi et tout ça, il n'y a plus rien. On entend souvent ce genre de discours. Et normalement, non. En fait, ça continue. Il n'y avait pas des années de plomb et des années de paix où il y avait des années de plomb tout le temps. On a vécu avec ce régime-là les années de plomb depuis les années 50, 60, 70, 80, pareil, 60. Les années 90, les années 2000, jusqu'à les dernières, on va parler parce que c'est une longue liste. Il y avait toujours des martyrs, il y avait toujours des prisonniers politiques à long terme avec des années de prison très, très, très longs. Mais là, pour aller un peu plus vite, on va juste parler des mouvements, des derniers mouvements sociaux au Maroc à partir de 2010 jusqu'à ce qui s'est passé à l'automne de 2025 avec la génération Z. En février 2010, ce qui est très connu en printemps arabe, les soulèvements en Tunisie, en Libye, en Syrie, au Maroc aussi, et dans plusieurs pays. Les Marocains ils s'est retrouvés dans la rue à manifester et à demander le changement de régime et le changement de la politique du gouvernement marocain. Et aussi, il y avait des militants très engagés, révolutionnaires aussi, qui militaient pour les réformes, pour un peu plus de dignité aux Marocains, un peu plus de justice sociale. Et pendant ce mouvement qui a duré à peu près 2 ans, mais qui était très très fort sur la première année, on a compté des centaines et des centaines, voire des milliers d'arrestations. Il y avait des assassinats aussi qui ont été faits dans la rue. Il y avait plusieurs militants qui sont fait assassiner, lyncher dans la rue par la police politique. C'est l'intervention de la police politique, ça veut dire c'est la police avec civile, sans badge, sans rien, c'est la police secrète qui intervient dans les manifs pour assassiner, pour lyncher, pour frapper des militants. Et ça a arrivé plusieurs fois de tuer plusieurs militants. On se souviendra toujours des 5 jeunes qui ont été brûlés dans une banque à Hoceima. 5 jeunes qui rentraient dans une banque, on a mis le feu dans la salle et on les a laissés à l'intérieur. Et c'est la police qui a fait ce travail, bien fait, comme ils veulent. Ils ont brûlé 5 petits jeunes entre 18 ans et 22 ans à l'intérieur de la banque. Et on a sorti que des cadavres. Ça a été le crime le plus choquant à l'époque au niveau des images. Et après, on a vu aussi des vidéos, on a vu plusieurs militants qui ont été fait assassiner. Et parfois, la police politique, ils visent directement des militants révolutionnaires ou ce qu'on appelle les dynamos dans des manifestations. Et parfois, ils peuvent faire du ramassage ou juste des conneries parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils avaient de taper n'importe qui, n'importe quoi dans la rue, même si rien n'est fait. Voilà. Il y avait une répression en 2010, entre 2010 et 2011, une répression qui était très, très, très forte. On peut parler d'une répression politique, pas que la répression sociale ou je ne sais pas où, la maintien de l'ordre comme ils disent, mais c'est une répression politique où ils ont, même après les 2 ans qui s'étaient passés, où il n'y avait plus de manifestations, il n'y avait plus rien, ils ont continué à réprimer et à arrêter les gens qui ont été soi-disant responsables sur plusieurs incidents dans des grandes villes. Il y avait des milliers d'années qui étaient diffusées, qui étaient donné sur plusieurs, avec des militants, ça veut dire on compte des centaines et des milliers d'années de prison pour tous ces militants et tous sur ces gens-là et surtout les jeunes. Et après, ça s'est calmé juste en 2013, 2014, 2015 et 2016. Il y avait le mouvement de RIF en 2017. Le mouvement de RIF aussi pareil, où c'est commencé à la base. Toujours, c'est des bases. Ça part sur des sujets très basiques, très normaux, très naturels, très, comment dire, c'est une réaction naturelle d'un peuple, des gens. Al-Hoceima, ça a été à la base, c'est juste parce qu'ils voulaient, les gars, il y avait des rassemblements de jeunes qui voulaient avoir une université. Al-Hoceima, c'est la capitale du Rif. Parce que pour aller faire des études universitaires pour cette région-là, il faut aller beaucoup loin, soit au Jda, qui est loin presque de 200 km. Ou plus, ou à Fès, pareil, c'est 200 km et des bananes, ou bien à Tanger. Et eux, ils sont au centre de ces 3 villes-là, où c'est trop loin pour eux. Et avec la montée des jeunes, il y a beaucoup de gens qui vont aller faire leurs études, et c'est trop loin, et ils veulent une université ou une annexe universitaire dans leur ville pour ne pas se déplacer au moins
les étudiants qui n'ont pas trop de moyens de rester chez eux au lieu de se déplacer. Et la vie était devenue très chère pour être étudiant et aller à 200 km de chez soi. Ça a été très difficile, ça devient très difficile pour les étudiants marocains. À ce moment-là, ça commencé la revendication pour ça, et aussi un hôpital, et ça continue. Plus le mouvement grandit, plus les revendications s'accumulent. Et ils ont intervenu avec une force de répression énorme. C'est très, très démesuré, avec presque, pas l'armée, mais presque, avec plusieurs spécialités de répression, ce qu'on vous appelez ici les CRS. Là-bas, on a les forces auxiliaires, les gendarmeries, la police, tout le monde a débarqué à Al-Husima au nord pour réprimer ce mouvement des jeunes et des moins jeunes. Ça veut dire quoi, démesuré? Ça veut dire qu'ils auraient pu réussir à réprimer le mouvement en utilisant moins de force et à faire taire les gens d'une meilleure manière? Non, je dis démesuré parce que normalement, ils n'ont pas besoin de réprimer rien du tout parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de violence en face, il n'y a rien. Ce n'est pas des mouvements ou des manifestations violentes pour intervenir déjà, mais c'est juste, je dis démesuré parce que le nombre de forces qu'ils appellent les forces d'ordre, les forces de répression, ça dépasse, je crois, le nombre des manifestants, largement. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils se font des manifs de 200, 300 parfois, tous les dimanches, tous les samedis. On compte entre les 200 et 300 personnes qui sortent dehors. On envoie 400, 500, 600 gendarmes se balader dans les villes de Al-Husima. C'est ça ce que j'appelle démesuré. D'accord, ouais. On peut, je ne sais pas comment dire, mais ça ne vaut pas le coup. Mais pourquoi ils ont fait ça? Et on passe à, par exemple, le moment où ils ont commencé à arrêter des gens vraiment à cibler les dynamos des mouvements. Par exemple, je vous donne l'exemple de Zfafi, dans la salle Zfafi qui est toujours en prison à Tanger, qui était jugé à 20 ans de prison. On l'a amené de Al-Husima avec un hélicoptère et un sac plastique noir sur sa tête jusqu'à Casablanca. C'est ça démesuré. Une personne comme ça, il n'est pas armé, il n'a rien du tout, c'est pas Che Guevara, c'est pas... Il n'est pas armé, le mec, il a jamais porté une arme, il parle, c'est tout, il est toujours dans la rue, il marche tous les jours, on le voit dans les manifs, il porte des slogans. On a débarqué à 6 h du matin un jour chez lui, on le prend, on le sort dehors, on met un sac de plastique noir sur sa tête, on le met dans un hélicoptère, tout est filmé. On le met dans un hélicoptère, on le descend sur un aérodrome à Casablanca, loin de chez lui de 300 ou 400 km, pour le descendre dans l'aérodrome, tout est filmé, le mec il est sur son sac en plastique sur la tête. Ouais, c'est pour provoquer la stupeur, quoi. Enfin, pour essayer de paralyser. Il se prépare tout parce que les semaines qui suivent, il a pris 20 ans de prison. Tout le monde dit c'est normal. Transporte un mec dans un hélicoptère et il mérite 20 ans de prison. Et qu'il n'a rien fait dans la réalité, ce mec. Ouais, ça nous fait penser en France, il y a eu l'affaire du 8-12 où ils ont essayé d'inculper des militants aussi de gauche en les soupçonnant de préparer des actes terroristes ou un groupe organisé et tout ça. Et ils ont fait la même chose aussi, un peu prendre certaines personnes par le train avec des sacs sur la tête et d'autres personnes en voiture, mais en roulant à 200 km/h sur l'autoroute pour aller jusque Paris. Des choses comme ça. C'est la même chose que ce que tu racontes. C'est vraiment pour intimider et puis pour donner un sentiment de stupeur un peu de ce qui se passe. C'est toujours à double tranchant, quoi. C'est d'un côté briser la personne, enfin tenter de briser la personne, briser les militants, et de l'autre côté s'en servir, enfin pour l'État, s'en servir d'exemple pour essayer de faire peur à tout le monde, quoi, et de garder comme ça l'ordre et d'empêcher les gens de s'organiser. Et là, ça avait fonctionné un petit peu. Les gens avaient eu du mal à rester solidaires avec ces techniques-là. Mais écoutez, les gens les plus proches de lui qui sont été au RIF dans sa région, ils ont été solidaires avec lui. Il y avait le soutien de la famille, il y avait ses parents qui ont été très 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 costauds là-dessus sur le soutien de leur fils. Et il y avait son frère, il y avait son père qui est décédé il n'y a pas longtemps, sa mère qui était très costaud, qu'on voit toujours sur les médias, qui était très solidaire et très... Il le soutient, en fait. Il ne l'a pas lâché. Et il y avait toute la population aussi qui le soutient même au Maroc. Ils ont essayé de diviser un petit peu les gens du Nord pour dire c'est des séparatistes, machin, nanana. C'est pour les séparer des autres Marocains qui sont au sud et au centre. Mais ils n'ont pas réussi là-dessus. Pas réussi du tout. Et ça a été juste un sketch de mettre le gars sur
dans un hélicoptère et de l'enlever de cette façon, c'était juste un sketch. Tout le monde n'a rien compris. Je crois qu'ils ont rien gagné politiquement. Ce que je comprends, moi, ce que j'ai vu dans la société, ça a été ça. Ils n'ont rien gagné dedans. C'est bête ce qu'ils ont fait, mais vraiment bête. On est parfois les régimes en place, la bourgeoisie, quand il veut faire de la répression, je ne sais pas, il fait des films dans sa tête, mais en fait, il n'y a rien, mais personne ne croit. C'est leur connerie, quoi. Bah tant mieux, du coup. Moi, c'est tant mieux, oui. Ce que je dis, c'est qu'ils n'ont rien gagné. Ce régime, il n'a rien gagné là-dessus, du tout. S'ils l'ont pris discrètement, je crois qu'il y aura plus d'effets. Mais parfois, on dirait que toute cette machine étatique, toute cette machine de répression, on dirait qu'ils ont fait des études ou qu'ils sont très intelligents. Mais en fait, c'est que c'est des bidons, quoi. Ils font des conneries, parfois pas bien organisées, ils font des choses pas réfléchies. On voit pas, c'est la fragilité de ce système et de cet état et de faire ce genre de trucs. Je passe très vite aussi dans la même région. En 2017, il y a Mohsin Fikri, c'est un vendeur de poissons qui était embroyé, je crois que vous avez entendu, qui était embroyé dans une machine à poubelle. Ah non, j'ai pas entendu parler de ça, ouais. Cette histoire est très très connue, qui a un peu mis, comme on dit, l'huile au feu dans la région de Rif. C'est qu'un vendeur de poissons, il vend de poissons, on arrive dans la rue, on enlève ce poisson, on récupère ses poissons, on les jette dans la poubelle, le mec il saute dans la poubelle pour récupérer ses poissons. Et le mec qui travaille, il a fonctionné, le truc qui tourne dans la machine, il a tourné avec ses poissons à l'intérieur. Il est décidé sur place. Okay. Ça, c'est une affaire qui a fait un peu plus de l'huile, l'huile au feu, et ça a embrasé un peu la région du Rif. Ça a été des manifestants en plus, ça a été des soulèvements. Il y avait le Maroc à bouger avec ça. Ça s'était plus concentré que au Rif. Ça devient un mouvement aussi presque national en 2017. Et c'est à ce moment-là que les gars ils tombent dans la main parce qu'ils militaient aussi pareil, les étudiants à Agadir au sud et tout ça. C'est à ce moment, dans ce contexte-là aussi, qu'il y avait l'arrestation des camarades de Yassine et Yassine aussi. Et après, voilà, il y avait aussi une répression qui a suivi tout ce mouvement au niveau des prisons. On a toujours des camarades depuis 2017 qui sont en prison. Ils ont été jugés 20 ans, ils sont toujours dans les prisons. Et on a 4 militants qui sont très connus. Après, il y a d'autres. Et voilà, il y avait le Covid qui est arrivé. Il y avait aussi la répression du Covid. Ils ont laissé personne bouger, personne réfléchir, personne faire quoi que ce soit. Le Covid, c'était aussi un moment, une période de répression énorme. On arrête les gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas un masque, il peut taper 2 mois ou 3 mois de prison. On arrête les gens parce qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu. Pareil, parce qu'ils ont appliqué le couvre-feu au Maroc. Il y a des horaires où tu ne peux pas sortir. Il y a des horaires où il faut porter, si on y va, il faut les autorisations avec des masques. Et si on ne respecte pas ce genre de trucs, c'est catastrophe. Ça peut ramener la personne en prison quelques mois avec des amendes. Et c'est juste la situation. Par exemple, en France, on a vécu ce Covid, mais c'est pas la même chose. Les gens là, on les interdit de sortir, mais ils ont des salaires, ils ont de l'argent. Comment dire, il y a quelque chose qui était versé. Mais les Marocains, il y a 70% de Marocains ou plus qui travaillent que dans le secteur informel, qui font des ventes, des achats, des trucs. Le jour où tu le dis, ce qu'on finit pendant le Covid sur 1 mois ou 2 mois, comment ils peuvent vivre? Les gens ne peuvent pas vivre. Ça veut dire qu'ils sont obligés de sortir, de travailler, d'aller chercher quoi manger. Et du coup, ça on veut reste dire, dans la prison. Ils ont risqué. C'est comme je dis tout à l'heure, c'est démesuré et un peu bête ce qu'il faut le régime au Maroc là-dessus. Tu ne peux pas empêcher les gens, tu sais bien économiquement que tu ne peux pas, tu ne les donnes pas de l'argent pour manger pour qu'ils restent chez lui. Il n'a rien, on sait bien que ces gens-là, ils ne peuvent pas, mais tu peux le mettre les flics à la porte de sa porte, il sortira. Oui. C'est sûr, il sortira, et les gens, ils sortira. C'est sûr que nous, on va trouver ça bête, mais du point de vue du pouvoir, je pense qu'eux, ils font ça pour semer la terreur et puis pour garder les intérêts des gens qui sont au pouvoir, des gens qui ont de l'argent. Et je pense que ça fonctionne pour eux. C'est qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous et ils ne défendent pas les mêmes choses. Exactement, c'est juste pour te dire, la répression qui était pendant le Covid, c'était pour ça, c'est plus aussi, toujours on revient à la pression politique, à la répression politique, parce que pendant le Covid, les gens, ils font les efforts pour sortir travailler, pour aller chercher quoi manger, quoi d'autre, mais le régime, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est qu'il n'y aura pas de mouvement, qu'il n'y aura pas de politique, qu'il n'y aura pas de revendication, qu'il n'y aura pas de rassemblement, qu'il n'y aura rien, et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien, parce qu'on vient juste d'éteindre le feu de Rif, et ce qui a suivi derrière, et après là, on éteint vraiment le feu pendant le Covid, et après directement, en 2025, on a vu la génération Z. Et pour terminer là-dessus, oui,
Et la génération Z, qu'on s'est relevé en septembre jusqu'à décembre, on a compté, selon les statistiques données, 2000 arrestations sur un mois et demi à peu près. 2000 arrestations, 1500 jugements. La peine la plus lourde, c'est le mec qui était sur la manif, qui a coupé l'autoroute. C'est pas lui qui a coupé l'autoroute, c'est la manif. Il était dans la manif. Cette personne a pris 15 ans de prison. C'est la plus lourde peine qui était dans ces jugements-là. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 12 mois, il y a 6 mois. Il n'y a aucune, c'est arbitraire. On ne sait pas qui a fait quoi. Voilà, ici, il n'y a pas grand-chose, à part Agadir, où il y avait une grosse confrontation avec la population, avec des jeunes, où il y avait 2 morts. 3 morts à Agadir. Il y avait 3 morts qui étaient été assassinés par des balles réelles. Et il y avait un mort Il y avait un 4e, je ne sais pas où. Il y avait un accident très grave avec un mec qui a perdu ses jambes à Oujda, avec un accident de voiture. Le véhicule de la police a rentré dedans. Ah oui, c'est vrai, ils ont chargé la foule. Ils ont chargé la foule et le mec a perdu ses jambes. Et voilà. Et à ça, je finis aussi, comme je dis, pour terminer vite. Peut-être, en le disant vite, mais est-ce que c'est possible de redire un peu comment est né ce mouvement, enfin d'où ça vient? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, comment s'est passé en 20 février, qu'est-ce qui s'est passé en RIF, la question de Génération Z, c'est commencé sur les réseaux sociaux, mais la base, c'est réel, c'est sur le terrain, c'est qu'il y avait, sur un mois, il y avait plusieurs cas de décès de femmes dans un hôpital à Agadir. Des femmes qui accouchaient. Des femmes qui accouchaient, exactement. Les femmes qui accouchent avec des césariennes et qui meurent derrière. Il y avait plusieurs sur un seul mois. Ça a un peu révolté les gens, sur place, les familles, surtout les familles. Les familles commencent à faire des rassemblements devant l'hôpital et c'était rejoint par des jeunes. Et après, ça tournait sur les réseaux sociaux. Et ça a été la revendication, une santé digne des hôpitaux, digne des ports soignés, des citoyens, et pour avoir accès à l'hôpital gratuitement et à un hôpital public digne et propre avec des moyens qu'il faut. Dans un contexte où l'État marocain a beaucoup investi pour construire des stades et tout, et mettre en... Enfin... La question de santé, on pourra discuter un autre jour si vous voulez comment ça se fait l'éducation. Il y a tout un gros système qui était depuis les années 80 qui dégradé. On arrive à la fin, ils ont tout vendu en fait. L'hôpital public, il était dans les années 80 un peu mieux que maintenant, les années 90 un peu mieux, et ainsi ça dégrade. Là, ils ont tout vendu. Maintenant, il y a des cliniques privées qui marchent au Maroc. Si on a de l'argent, on peut se soigner très bien. Si on n'a pas d'argent, on ne se soigne pas. Le public qui était abandonné. Et c'est ça qui a reflété ce qui s'est passé dernièrement à Agadir, et c'est pour ça que les gens sont sortis. Il y avait des morts quand même, pour qu'on sorte, pour qu'on s'organise, pour qu'on fasse des manifs. Et après, la population a suivi, l'organisation des jeunes sur l'Internet, ça a déclenché la manif au niveau national. Voilà ce qui s'est passé pour la Génération Z. Ce sort de terrain, comme on dit, ou ce sort de l'eau. Et dernièrement, en avril et en mars, il y avait la destruction des quartiers, 2 quartiers principaux, les 2 quartiers de Casa et de Rabat. Et aussi, il y avait des gens, les habitants de ces quartiers-là, qui sortent et qui empêchent les engins de destruction de détruire leur logement. Et là aussi, ça suivi par des répressions, comme dit tout à l'heure, avec énormément de forces de police, avec plusieurs types de spécialistes de répression qui sont dans la rue et qui répriment les femmes, les enfants, les grands, les vieux. Ils ne font pas de différence. Parce que là, dans les quartiers, ce n'est pas des jeunes qui s'organisent, ou ce n'est pas des politiciens qui s'organisent, ce n'est pas des gens qui appartiennent à un courant, à un autre qui s'organisent. Non, c'est juste les habitants de quartier qui s'organisent pour empêcher les engins de détruire leur logement. Et là, on a réprimé tout le monde. Et il y a les gens qui dorment dehors, et tout le monde s'en fout, ils ont tout rasé, et les gens, pas de relogement et pas de remboursement de leur logement. Et voilà, ils disent, vous vous débrouillez, vous allez ailleurs, ça ne vous appartient pas le quartier, ça appartient à des entreprises, à des entreprises sionistes et émiratis étrangères, c'est des entreprises étrangères. Ça appartient à ces terrains, ils vont construire dedans des logements, je ne sais pas quoi, des aménagements, et vous n'avez rien là-dedans, débrouillez-vous. Ça a été des discussions parfois avec la police, avec les représentants de l'autorité disent avec la population. Parfois, on entend, il y a des vidéos où les mecs disent aux gens, mais débrouillez-vous, mais dégagez d'ici, c'est bon, après vous ramassez vos affaires et on ne va pas vous voir ici.
Mais je m'arrête là et j'espère un autre jour avoir un sujet un peu plus précis, un peu plus de temps pour discuter de... Ouais, tout à fait. Moi, si j'avais encore une question, c'est face à toute cette répression-là, est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent contre la répression pour soutenir les personnes, pour dénoncer la répression, tout ça? Mais écoutez, dans le temps, on a une coutume ou une tradition marocaine très très connue depuis longtemps, depuis les années 70 plutôt, ça commence par là, et il y avait toujours des comités ou des collectifs des familles des prisonniers qui se construisent toujours, surtout quand ça concerne les prisonniers politiques, qui sont très conscients. Parfois, la famille peut avoir un seul prisonnier politique dans le lot, la famille commence à organiser, ça organise autour d'elle les familles des autres, et après ainsi de suite. C'est une coutume, une tradition marocaine qui est très 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 positive, que pour avoir un peu plus d'argent, pour avoir un peu plus de moyens, pour avoir un peu la solidarité, s'il y a une mère qui va à la prison, qui est loin, et pour amener pour les autres, pour 3 ou 4, on fait le relais. Au lieu d'aller que 5 familles allaient ensemble, ou 10 familles vont ensemble prendre les frais de voyage, on peut cotiser et on envoie une seule personne pour faire les courses à ces prisonniers et pour aller les visiter, de les ramener leurs besoins, et ainsi de suite. Il y a toujours ça existe toujours, mais là, on ne suivait pas trop ce qui se passe dans la génération Z. On ne sait pas exactement, on n'a pas trop de données, mais ces collectifs et ces comités de familles de prisonniers existent toujours. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et donc là, cette semaine, j'ai vu un peu dans les infos qu'il y a Naam Aspari, donc c'est un Sahraoui qui est enfermé en prison depuis 15 ans, là, qui a commencé une grève de la faim. Donc j'avais un peu envie de parler de ça aussi. Vous, votre association, vous soutenez le droit à l'autodétermination du Sahara occidental? Oui. Comme je l'ai fait mentionner tout à l'heure, on a adopté la ligne politique du mouvement marxiste-léniniste et des organisations en avant, il est même 23 mars, Servons le peuple, c'est des organisations qui faisaient partie de mouvement marxiste-léniniste marocain, les années 70, et bien sûr, comme on a dit, oui, il y avait des répressions, il y avait tout, mais vraiment, il y avait une continuité objective et qualitative de ce mouvement-là au sein de l'université et bien sûr au Maroc, mouvement au Maroc en général. Mais à l'université, ça a gardé cet héritage et bien sûr, quand je suis arrivé à l'université, bien sûr... J'ai trouvé qu'il y avait des militants qui gardaient cette continuité et bien sûr, entre les positions progressistes qu'adoptait la voie démocratique basiste, c'est le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui et qu'on l'adopte toujours et bien sûr avec Nordine et avec d'autres camarades dans l'association Solidarité avec le peuple marocain, bien sûr on vient de la même école, celle de la voie démocratique basiste au sein des universités marocaines. On ne se connaissait pas avant, mais vraiment c'est cet héritage qui nous a réunis, qui a fait qu'on se connaît aujourd'hui. Et bien sûr, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, ça faisait partie aussi des positions on peut dire position politique tabou au Maroc. Il ne faut pas parler, il ne faut pas dire autre chose que le Sahara est marocain. Alors, on n'est pas sûr vraiment que même Rabat, qui est la capitale, est-ce qu'elle est vraiment marocaine? Parlons vraiment qu'il appartient vraiment au peuple marocain ou pas. C'est un peu ironique. Mais Sahara occidental, avec tous les mouvements, depuis 1973, il y avait la création, la fondation de Front Polisario, qui a revendiqué le Sahara occidental comme, bien sûr, comme territoire libre. Et bien sûr, il militait pour la liberté de ces territoires quand il faisait partie des territoires espagnols colonisés. Parce que c'était
un certain département espagnol. Et c'est grâce à ce mouvement que l'Espagne a quitté le Sahara occidental, mais ils ont fait une petite manœuvre, comme d'habitude. Les colons, c'est comme ça. Ils ont réparti le Sahara occidental entre le régime marocain et le régime mauritanien en 1976. Mais le mouvement a continué. Il y avait une lutte de ce peuple sahraoui et ça continuait et ça continue. Et en parlant de Namal Asfari, c'est un militant sahraoui qui a été arrêté lors du camp de protestation qui était à Laayoune, à 10 km de la ville de Laayoune, qui est considérée comme capitale du Sahara occidental et capitale de la République sahraoui démocratique. Il y a aussi ses camarades, bien sûr, qui ont été emprisonnés depuis et qui ont des verdicts de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et il y a aussi un autre militant aujourd'hui qui est en prison, bien sûr emprisonné, qui était étudiant et qui a été emprisonné, qui a eu 12 ans de prison, il est toujours là-bas, Hussein Amador, surnommé. c'est ce camarade-là qu'on a connu à l'université, bien sûr. Alors, Namal Asfari a commencé sa grève de la faim cette semaine-là. Il y avait pas mal d'autres grèves de la faim par d'autres camarades. Et ça continue avec Namal Asfari, avec ce mouvement, surtout aujourd'hui que la cause du Sahara occidental, il est dans un tournant un peu... Ce que tu disais tout à l'heure, que tu avais peur que la lutte soit en train d'être liquidée. Oui, c'est bien sûr ça. C'est parce qu'on voit aujourd'hui à l'ONU, il y a cette résolution dont le régime marocain, avec ses médias et tous ses sympathisants, bien sûr, qui fêtent entre parenthèses, la fête de l'unité ou de l'union, je ne sais pas comment ils s'appellent ça, parce que l'ONU a accepté ou a adopté l'autonomie du territoire du Sahara occidental sous le drapeau du régime en place au Maroc, comme solution, que ça n'a pas été le cas avant. Et aujourd'hui, ça veut dire que comme le régime au Maroc, il est bien sous les ordres, les préconisations des États-Unis, et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure que le Sahara occidental, c'est un territoire bien sûr bien riche, il y a beaucoup de richesses là, sur ce territoire-là, et géopolitiquement, c'est un peu stratégique et toutes les forces veulent bien l'approprier et bien sûr que le peuple sahraoui, il va bien sûr rien bénéficier, rien profiter de son propre territoire, alors que c'est lui le seul qui a le droit de désigner ou de décider sur sa cause et sur son autodétermination. Oui, on est marocain, on adopte la cause, mais vraiment, on ne dit jamais que c'est nous qui vont leur offrir ça, alors que nous aussi, on milite contre ce régime. On est... on a un ennemi, je le dis littéralement, ennemi. C'est le régime en place au Maroc, qu'on ne considère pas marocain, bien sûr, pour être précis. Et je le redis, que les peuples, en général, qui peuvent gagner ou peuvent avoir
leur autodétermination et tous les mouvements qui vont en général au monde pour solidaire avec les causes des peuples, ça fait que aider objectivement, c'est qu'un cas objectif, philosophiquement parlant, mais en vrai, c'est les peuples qui peuvent décider s'organiser. de leur sort, s'organiser et décider de leur sort. On va arriver à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter avant de terminer ? Oui. Alors, en général, nous, Solidarité avec le peuple marocain, cette association qui a été créée par Aziz Menebei. Aziz Menebei, une petite présentation, c'est le président du 15e congrès de l'Union nationale des études du Maroc, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un militant du mouvement marxiste-léniniste en avant, et il a été exilé depuis les années 70, et il a vécu à Paris, à Rezé, et à Nantes, et il nous a quittés le 23 août 2025. Et c'est lui qui a créé cette association avec Nordine, et ça continue de travailler. Bien sûr, on continue, on va commémorer sa disparition le 23 août prochain. Et notre travail comme association, Solidarité avec le peuple marocain, c'est vraiment, oui, solidarité, il y a cette notion de solidarité, mais aussi il y a montrer le vrai visage du régime en place au Maroc. Le Maroc, oui, c'est un beau pays à voir, mais il n'y a pas que les hôtels et le beau soleil et les belles montagnes pleines de neige. Il y a aussi la répression, il y a aussi les victimes des catastrophes naturelles qui sont toujours sans un abri, sans un plafond sur leur tête. Il y a toujours ces richesses qui sont pillées chaque jour, et on est là pour bien montrer cela et bien faire connaître cette cause du peuple marocain. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Du coup, là, cette émission, donc, ça nous a permis de peut-être avoir un petit aperçu de la répression et des prisons au Maroc. On pense à tous les gens qui nous écoutent, qui sont enfermés en France, à Nantes et dans les environs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être la semaine prochaine, ce sera peut-être notre dernière émission avant l'été. Cet été, on a prévu de vous faire un petit programme de rediffusion. On va vous remettre des émissions qu'on a bien aimées. Et puis voilà, on continue. Enfin, on sera toujours là du coup tous les vendredis, mais on sera pas forcément en direct dans les studios. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.